Ok. En fait, j'aime te dire, c'est que chapitre ça, ou bien séance, le module, ça a des références, les surtout accentué sur une sorte de révision ou de rappel de l'ensemble de bagages qui étaient ouais déjà dans les monnaies et banques. Ok. Donc, ça fait que le titre, c'est Rappel sur les notions monétaires de base. Donc, dans dans la séance passée, hein, donc, ça veut dire séance lundi, nous t'es ouais, avec euh, histoire un peu de l'économie, nous te font révision sur sa économie en tant que discipline, en tant que science, et nous t'es fait tout en sorte de rappel sur la notion de la monnaie, qu'est-ce que la monnaie, et également quelle est son histoire en quelque sorte. Mais je dis à nous pas regarder l'autre aspect de la monnaie, hein. Donc on va faire suite et à la monnaie en quelque sorte. Donc, d'abord, dans plan ça, on va voir la fonction de la monnaie, on les fonctions, on va voir aussi les formes de monnaie, mais tout, on va voir la notion de base monétaire, masse monétaire, agrégat monétaire, et on va parler un petit peu du système financier et ses différentes composantes. C'est extrêmement important, même si c'est des rappels, il est important de maîtriser tout ça. C'est extrêmement important. OK? Euh, Ici, c'est que en termes en termes de fonction, ce que vous avez appris, c'est que la monnaie, l'idée, a de grandes fonctions. Ce que vous avez appris avec moi, bien sûr. D'abord, c'est que c'est la fonction de moyen de paiement. Quand on dit moyen de paiement, donc vous voyez que la monnaie est utilisée comme un instrument permettant aux agents économiques d'acheter ou encore de faire des transactions sur un marché quelconque. Quand on dit transaction, on fait référence d'abord à deux type de transaction, soit on fait un achat, soit on fait une vente. Et pour tout faire, il faut faire appel à un moyen d'échange ou encore un facilitateur d'échange qu'on appelle la monnaie. D'où la première fonction de la monnaie dans une économie. Donc, pas la peine de rester en fait, sur les notes. On dit que la monnaie apparaît comme un intermédiaire d'échange, etc. Donc, si tu peux lire, bien sûr, ça c'est à vous, mais c'est pas ça le plus nécessaire. Donc, de ce fait, c'est que puisque la monnaie nous permet d'échanger un bien ou un service, soit acheter ou encore vendre un bien sur un marché, de ce fait, on dit que la première fonction, c'est la fonction de moyen d'échange ou encore moyen de paiement. Et deuxième fonction, c'est que la monnaie est utilisée comme une réserve de valeur. Réserve de valeur, c'est que vous connaissez très bien, vous avez fait ça avec moi, c'est que oui, auparavant, avec les trois, donc il n'y avait pas de possibilité aux agents économiques de conserver les biens ou encore leurs services en question. Donc, mais de ce fait, avec la monnaie, donc les agents économiques, notamment non financiers, ont la possibilité d'épargner ou encore de conserver les biens et les services sous forme de monnaie. Donc, exemple, gen patate la, gen du riz, c'est des biens périssables. Donc, si vous voulez conserver pour 1 à 2 ans, c'est impossible. Mais avec de la monnaie, je peux aller sur un marché et les vendre. Et, et comme ça, c'est que je peux les conserver sous forme de monnaie. Donc, de ce fait, la monnaie est utilisée comme une réserve de valeur. Donc, de ce fait, on dit que la monnaie permet d'étaler les achats dans le temps. Elle représente un lien entre le présent et le futur. Donc, quand on dit présent futur, donc on voit que donc si j'ai une quantité de biens ou de services, donc je peux les vendre, ou encore je peux vendre la quantité et comme ça, on peut échanger mes services. OK? Attendez-moi, peut-être une seconde.
OK, on continue. C'est que là, ici, la monnaie est utilisée comme une réserve de valeur, comme on vient de préciser. Donc, à ne pas oublier, toute monnaie monnaie fonouille, vous avez fait le coup de monnaie banque, bien sûr, et heureusement, c'est moi qui a fait que ça encore. Et m'espère que, surtout les gens qui sont dans l'économie, vous avez un coup de politique monétaire. Je crois que c'est ça. Politique monétaire avec Monsieur Horace, je crois, soit en troisième année, deuxième session comme ça, là, je ne sais pas. Dorville, c'est ça? C'est maintenant ou c'est la session prochaine? Session prochaine, maître. Ok, ok. N'espère pas faire moins. Ok. Et donc, de ce fait, réserve des valeurs, c'est que la monnaie nous permet d'étaler les achats des biens et des services euh, pour le temps T plus 1 ou encore T plus 2. C'était quand on dit T plus 2, T plus 1, ça veut dire qu'on est dans le temps futur ou encore dans le futur. Donc, de ce fait, dans ce cas, on dit que la monnaie est un instrument d'épargne. Clair, comme je l'ai précisé. Donc, si avec le troc, c'était possible d'épargner les biens et les services pour une consommation future, mais avec la présence de la monnaie, on peut le faire. Parce que la monnaie nous permet d'épargner pour le futur. Et troisième et fonction qu'elle c'est fonction d'unité de compte. Quand on dit unité de compte, c'est que la monnaie nous permet d'estimer la valeur d'un bien ou d'un service. Donc, rappelez-nous ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec la monnaie, on peut estimer la valeur d'un bien ou d'un service. Donc, si j'ai un téléphone, je devrais le vendre. Maintenant, c'est à partir d'un prix. Donc, le prix détermine la valeur du bien en question ou encore du service en question. Donc, mais avec le temps, c'est difficile de le faire. Mais avec la monnaie, c'est facile de le faire. Donc, pourquoi? Parce que avec la monnaie, on donne un prix à chaque bien. Et ça fait une référence avec la théorie de la valeur de David Ricardo qui dit clair que chaque bien gagne ça les deux types de valeurs. Il y a une valeur d'échange, il y a une valeur, euh, il y a une valeur d'échange, une valeur d'usage. Quand on parle de valeur d'échange, échange comme échange, donc de ce fait et quand on dit ici valeur d'échange, ici, c'est que échange, ça veut dire c'est le prix du bien. Donc, ça veut dire si le prix est déterminé par le marché, ça veut dire si j'ai besoin d'un téléphone, on me dit que le téléphone, c'est 200 dollars américains. Ça, c'est la valeur d'échange. Et ce même téléphone a une autre valeur qu'on appelle la valeur d'usage. Usage, ça veut dire c'est l'utilité. Quelle satisfaction que je peux tirer de la consommation de ce téléphone-là? Donc, ça, c'est la valeur d'usage. Usage, c'est utilité, c'est satisfaction. Donc, on peut acheter un produit 100 000 gouttes et en termes de satisfaction n'est pas intéressant que ça. Parce que pas oublier satisfaction, sont des qui est qualitative, il pas quantitative. On ne peut pas quantifier vraiment, même si avec le concept d'utilité, on peut, par exemple, mesurer la satisfaction que vous avez appris avec le professeur Edson en microéconomie et on peut estimer l'utilité soit de façon ordinale, soit de façon cardinale. Mais cependant, l'utilité restait plus ou moins quelque chose de qualitatif, en quelque sorte, et c'est beaucoup plus relatif. Si on prend Dorville acheter 2 figues, les consommer, il a la même satisfaction avec Gédéon qui a acheté même 2 figues, ça tout. Pourquoi? Parce que satisfaction les dépend de qui ça consommateur lui-même les tirer de lui personnellement. Donc, on va prendre deux satisfaits, on va prendre deux ou insatisfaits, ou pas totalement satisfait. Donc, on a parlé de Gédéon et qu'on a Gédéon apporté. Okay? Donc, c'est un peu ça. Et puis, la quatrième fonction, c'est la fonction de politique monétaire.
Donc, économiste, c'est un coup extrêmement important pour vous, c'est que monnaie, non seulement elles sont unité de compte, ils sont réserve de valeur, ils sont moyens d'échange, mais tout, c'est que la monnaie est considérée comme un instrument de politique monétaire de la Banque centrale. Ça veut dire quoi? C'est que la Banque centrale pourrait, bien sûr, utiliser la monnaie pour influencer les activités au sein d'une économie déterminée. Prenons, si on est en Haïti, et on souhaite changer le comportement des agents économiques vis-à-vis de la monnaie. Donc la Banque centrale pourrait prendre une décision monétaire pour changer le comportement des individus. Sinon, la Banque centrale décide de regarder le taux de change. Automatiquement, le comportement des consommateurs va changer. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est un instrument de politique, c'est un instrument de décision monétaire. Donc, si la Banque centrale pourrait euh, utiliser la monnaie pour changer le comportement, pour influencer le comportement des agents, automatiquement, la monnaie devient un instrument de politique. Mais quelle politique? Cette politique monétaire, parce que vous connaissez très bien, c'est que qui mène la politique monétaire, c'est la Banque centrale. Et vous allez voir ça dans le cadre de ce cours, la différence qui existe entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Okay? La politique monétaire est menée par la Banque centrale, mais la politique budgétaire de préférence est menée ou encore est guidée par le gouvernement, à savoir l'État central en quelque sorte. Donc, à travers le budget, donc on met en place une politique monétaire, une politique budgétaire, mais toutes les décisions monétaires, ils ont même prises par la Banque centrale. Est-ce que c'est sont partis ça, même si c'est des rappels. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hmm? Ok, Saint-Île, c'est totalement clair. Hein? Ok, ça arrive une fraîche. Deauville, Saint-Val, Gaël, un cœur, tout le monde. Kiki, est-ce que ça va? Ok, super. Ah, vous m'êtes avancé. Ok. Maintenant, maintenant, passons aux formes de monnaie. Quand on dit forme de monnaie, ici, on est dans les différentes formes ou encore différents types de monnaie utilisées au sein d'une économie. Et n'oubliez pas, dans l'histoire de la monnaie, non, pas oublier ces rappels que m'a fait, c'est pas la peine pour apprêter une toute l'éternité, c'est que auparavant, c'était du troc et on passait du troc à la monnaie marchandise et de la monnaie marchandise, qui était toujours une forme de troc, on passe à la monnaie. Et la première forme de monnaie qu'on a mis, par exemple, sur le marché, c'est la monnaie métallique. Ça veut dire quoi? C'est qu'une monnaie métallique, c'est une monnaie qui a été construite à partir des métaux précieux. Donc, à l'époque, quels étaient ces métaux précieux? C'était, par exemple, l'or et l'argent. Ça veut dire, donc, pour une fonds monnaie, ils utilisaient généralement métaux, ça, ils frappaient métaux, hein, et qui baillent, on payait ce monnaie. Donc, on a pour estimer la valeur monnaie, ça veut dire si c'est 100 gouttes, 25 gouttes, par exemple, les déterminer en fonction de la quantité l'or qui contenait dans la pièce là. C'est 2 onces, c'est 11 d'or, 2 onces d'or, etc. par exemple. Donc, à partir de ça, chaque pièce qui a une valeur, donc l'a associé avec une valeur en bien. Et comme ça, si ça arrive que nous avons 11 d'or, nous avons une pièce qui est équivalent à 11 d'or, et puis nous avons bien, bien équivalent avec 11 d'or, on peut changer. Donc là, c'est monnaie métallique. Donc c'est la première forme de monnaie qui a été mise sur le marché après le troc ou quoi, après la monnaie marchandise. Des gens qui ont tombé, mais t'inquiète pas, sans rater, ou venir dans quoi parce que on est capable de suivre encore sur le disponible parce que actuellement la quoi pas enregistré. Son coup pré-enregistré que lui, pas pré-enregistré, qui enregistre.
Ça veut dire, après séance-là, on a bien possibilité pour resuivre encore. Donc, à chaque séance que je fais, je vais déposer sur YouTube pour qu'on resuive pendant que je communique au lien en quelque sorte. Et on dit monnaie métallique ou monnaie divisionnelle. Donc, c'est le concept qu'on utilisait pour la monnaie métallique. Et c'est pour ça qu'on dit que généralement, il s'agit des pièces d'or et d'argent. Après monnaie métallique, là, il va venir avec une deuxième forme de monnaie, parce que pas oublier, au niveau de la monnaie, au niveau du marché, et le rôle principal de la monnaie, le rôle principal de la monnaie, c'est d'être un facilitateur d'échange. Donc, si un facilitateur d'échange, ça veut dire que c'est vrai que échanger, même chaque année passée, yo, um, échanger capable de faire plus bien, si on capable de dire comme ça. Donc, généralement, le monnaie métallique là, va commencer à poser problème, quelque chose de rareté, des pièces d'or et d'argent. Et qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? On va changer de forme de monnaie pour passer de monnaie métallique à une monnaie fiduciaire. Donc, au niveau des monnaies fiduciaires, qu'on va appeler par exemple la monnaie de confiance que vous avez appris avec moi. Donc, une monnaie fiduciaire, c'est une monnaie de confiance. Pourquoi les agents économiques ont beaucoup plus de la confiance dans la monnaie fiduciaire? OK? Et la monnaie fiduciaire, quoi, les monnaies fiduciaires sont constituées des pièces de monnaie et des billets de banque. Les billets de banque ou papier monnaie que vous avez appris avec moi, c'est les papiers. Par exemple, en Haïti, ça commence à parler de 10 gouttes jusqu'à 1000 gouttes. OK? Mais les pièces de monnaie, c'est toujours une forme de monnaie métallique, mais de préférence, c'est plutôt, c'est plutôt des pièces qui sont faites avec des simples métaux. Donc, ce pas des métaux précieux, mais en fait, des simples métaux, par exemple, soit l'aluminium, etc. Takou, si on vend, dans notre cas en Haïti, ça commence à partir de 1000 gouttes, de partir de combien? 5 cobs jusqu'à 5 gouttes. OK? Pour qui ça est toujours bêté? Là, généralement, on parle de pièces de monnaie ou monnaie divisionnelle, c'est la même chose. Mais ici, c'était pièces de monnaie à partir des métaux précieux. Là, c'est des pièces sans métaux, ce qui fait à partir des métaux, mais ce n'est pas des métaux précieux comme l'or, argent et cuivre en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça, la différence. Donc, ici, c'est que ces monnaies ici sont par exemple, émises par la Banque centrale. Ça veut dire que c'est la Banque centrale qui émise, par exemple, ces pièces de monnaie. Pourquoi? Parce que c'est la Banque centrale qui a l'autorisation de mettre sur le marché ces pièces de monnaie ou encore ces formes de monnaie qu'on appelle monnaie et fiduciaire. Donc, n'oubliez pas, on dit monnaie fiduciaire ou monnaie de confiance. Les monnaies fiduciaires constituent les monnaies de confiance dans une économie. OK? Et ces monnaies sont émises par la Banque centrale. Donc, on ne dit pas créées par la Banque centrale, mais on dit émises par la Banque centrale. Euh, Après, nous avons les monnaies scripturales. Monnaie scripturale, ce n'est pas une monnaie de confiance, mais de préférence, c'est une monnaie d'écriture. Scripturale, c'est écriture, donc ça veut dire la monnaie est présente à partir d'une écriture. Donc on passe une écriture, automatiquement la monnaie est présente. Et ces formes de monnaie sont créées par les banques commerciales. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la banque centrale qui crée ces monnaies, mais c'est les banques commerciales à travers leurs transactions sur le marché. Soit un virement bancaire, par exemple, Doril décide de me faire un virement bancaire de son compte à mon compte, ici, à l'étranger ou en Haïti. Là, on appelle ça virement bancaire. Automatiquement, c'est toujours une monnaie scripturale. Et nous avons les chèques ici. Les chèques, c'est une forme de monnaie scripturale. Monde qui compte au chèque, soit une chèque émise par votre entreprise, soit par l'État, etc. Les chèques. Et nous avons les prélèvements bancaires. Par exemple, j'ai mon compte à la Unibank et à la fin du mois, j'ai un frais à payer. Et automatiquement, Banque Unibank font prélèvement de compte moyen.
Ça veut dire qu'il y a un frais que j'ai payé à partir de mon compte. Donc là, son prélèvement bancaire, c'est toujours une forme de monnaie scripturale. Ça veut dire que la monnaie circule à travers une simple écriture. Donc pour les gens qui ont la comptabilité, on comprend ça très bien, le concept d'écriture. Le concept d'écriture de préférence. Le concept d'écriture, donc vous connaissez très bien ce concept. Donc en, en comptabilité, je crois que ça existe. Donc on parle surtout de concept d'écriture. Ici, si cette circulation se fait à partir d'une simple écriture, automatiquement, on dit que c'est une monnaie scripturale. Et n'oubliez pas, cette monnaie est émise par les banques commerciales, par exemple, au niveau du marché. Donc, ce n'est pas la banque centrale, mais de préférence, c'est les banques commerciales. OK? Soit ça peut être un virement bancaire, un chèque ou encore un prélèvement bancaire, c'est la même chose. Maintenant, les autres formes de monnaie, c'est les monnaies électroniques. Maintenant, les monnaies électroniques ici constituent les cartes de crédit, ici, les cartes de débit, hein. Donc ici, par exemple, là, pour utiliser ces formes de monnaie, il faut qu'il y ait un appareil électronique. Donc, pour passer ces cartes-là, pour qu'on puisse faire la transaction. Donc là, on considère que c'est une forme de monnaie électronique. Donc, carte de crédit. Pourquoi? Parce que l'argent sur la carte, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la banque. Automatiquement, là, elle considère comme une carte de crédit. Donc, après l'utilisation, je vais payer dessus. Mais une carte de débit, ce n'est pas l'argent de la banque, c'est mon argent. Je dépose mon argent dessus et je vais l'utiliser. Oui. Par exemple, si on prend une banque de côté, on prend son Sogezi, tout ça, ça, c'est carte de débit. Mais si on prend les Unicat, on prend Sogicap, là, on sait carte de crédit. Pourquoi? Parce que l'argent sur la carte, c'est pas mon argent, mais c'est l'argent de la banque, mais qui est disponible pour moi afin que je puisse l'utiliser, les utiliser. Donc, après l'utilisation, donc, je vais payer après. Donc, puisque je vais payer après, automatiquement, là, ça devient une carte de crédit. Donc, je vais appeler mon carte tombée. J'espère que vous remontez. À la fin, il y a la notion de crypto-monnaie. Euh, Quand on est dans la crypto-monnaie, crypto, c'est crypté, c'est un peu caché, et monnaie, donc moyen d'échange. Donc, ça veut dire c'est que ici, on utilise une monnaie qui n'a pas vraiment une forme physique, mais qui a une forme virtuelle. On ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, mais la monnaie est là. Donc, on peut l'utiliser pour faire une transaction sans vraiment de présence d'une monnaie physique. OK, ce sont les cinq formes. D'abord, c'est les monnaies métalliques, donc, qui est constituée des pièces d'or et d'argent. Il y a les monnaies fiduciaires, donc, qui sont les pièces, les billets de banque. Nous avons les monnaies scripturales et même qui sont les virements, les chèques ou encore les prélèvements bancaires. Et nous avons monnaie électronique qui sont constituées des cartes de débit et de crédit. Et au final, la crypto-monnaie. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions là-dessus. C'est on. OK, nous avons Samuel. Mais, Ouais, ouais. qui différence ou ka fait pour moi entre training et mining? C'est quoi? Training et mining. Écrit encore, non, non, il chat là pour moi. Pour me garder sur le dire. Okay. Next question. Next. Hello. Ouais, ouais, ouais.
Et professeur Vilsena, est-ce qu'on font tirer prend et crypto-monnaie pour moi? Ah, ok. Je vais retourner. Merci. C'est bon? Ok. Je vais retourner avec la crypto-monnaie. Donc, on dit que la crypto-monnaie, c'est une monnaie, comme je veux le dire, c'est que c'est une monnaie qui est là, mais qui n'a pas vraiment une forme physique. On peut pas la toucher, on ne peut pas la voir vraiment. Mais c'est disponible en ligne à travers un compte et qui est crypté. Donc, il est connu à travers un, un bloc, par exemple, on appelle le blockchain. Et par exemple, la forme, par exemple, qui est en fait, l'une des formes, par exemple, de monnaie utilisée comme crypto, ici, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, donc, pour avoir, par exemple, accès avec le Bitcoin, vous devriez avoir un compte en ligne. Maintenant, premier compte sur le en ligne, donc, vous gagnez ce compte en ligne et maintenant, vous allez l'utiliser. Maintenant, comment utiliser? Donc, on va l'utiliser pour faire ça en ligne, sans problème. On va l'utiliser pour transférer sous forme d'une monnaie qui peut se payer. Par exemple, en dollars américains, en euros, ou en canadien. Mais cependant, il n'est pas disponible sous forme de carte de crédit, de débit, etc. On ne peut pas faire un virement bancaire, etc. avec. OK? C'est comme, si ma, par exemple, il y a une forme monnaie, ça fait pas des périodes. Ah oui, comment t'es là encore? C'est clair? C'est pas ça? Oui, Comment, il t'est aidé? c'est qui? Mon petit petit, comment aider? C'est qui est? Ah oui, c'est clair. Donc ça, on forme. Mais, la plus populaire là, c'est le Bitcoin, le plus populaire. Et puis, à ne pas oublier, c'est que cette forme de monnaie est indépendante d'une banque centrale. Donc, ce n'est pas la banque centrale en soi qui crée ça, qui crée ou encore qui crée la monnaie, mais c'est une forme de monnaie qui est totalement indépendante d'une banque centrale. Donc, ça veut dire, si en Haïti, on utilise par exemple le Bitcoin, ce n'est pas la banque centrale d'Haïti. OK? Si aux États-Unis, on le fait, ce n'est pas à la banque centrale des États-Unis, ce qu'on appelle la Fed. Si on l'utilise par exemple ici au Canada, c'est de ce fait, c'est que c'est une forme de monnaie qui est indépendante d'une autre. On ne peut pas. On peut pas le mettre sur une forme de monnaie et physique. Depuis le physique, par Bitcoin, encore son conversion. Par exemple, je dis, là, pour avoir un Bitcoin, ça dépasse la barre de 40 000 dollars américains. Un Bitcoin en dollars américains. OK? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair, merci. Ok, super. Bah, moi, l'autre question. Training, meeting. Non, trading, meeting. Bon, bah, pas l'anglais fort, non, parce que si on dit est-ce que trading, ou t'as dit, ou bien training? C'était trading ou bien training? Trading. Je crois que c'est trading, c'est pas training. Hein. Je crois que c'est trading. Je crois que c'est trading. Je vais regarder pour vous. En plus, je pense que c'est trading. En plus, je pense que c'est trading, c'est pas un trade. En fait, généralement, le mot trading est traduit, en fait, les dérivés de mot to trade. To trade, c'est et, to Échanger? trade, c'est échanger. Échanger, qui veut dire commerce en français. Et qui veut dire, en fait, en d'autres termes, commerce. Yeah. Par exemple, si on fait le trading, on fait le commerce. Donc, on va dire, on va trade, ça veut dire on fait commerce. Généralement,
Mais trading dans tout et dérivé donné café, c'est ce qu'on appelle le concept et son marché, par exemple, financier. Au fait trading, c'est que on va essayer de faire ça un arbitrage pour capable de gagner, bénéficier de un gain sur un titre qu'on acheté. Donc, on trade, par exemple. On fait hypothèse que je vais sur le marché financier, puis maintenant, action que m'acheter, elle prend valeur chaque jour et quand elle perd valeur. Ça peut arriver que à chaque fois que action prend valeur, ou même d'acheter par exemple à 10 gouttes de pile prend valeur, il monte. Mais regarde, vous faites un micro là pour nous parce que vous avez feedback qui vient de bail OK? Et puis, l'aime vérifier, je dis que moi, action n'a monté, d'acheter là $10 US, action n'a prend valeur de 50%. Automatiquement, $10 US fait un gain de 50%. Automatiquement, moi, ça, et puis, je cours vendre pour $15. Je fais $5 bénéfice. OK? Et puis, je quitte. Automatiquement, que moi, prix a baissé, et puis, je cours acheter. Vous voyez? Je cours acheter. Et puis, tout le monde encore, moi, je vends. Et ça, on fait ça, on est trade là. On trade. Donc, ce sont des commerces qu'on va faire, ou acheter, ou vendre titre qu'on acheter sur le marché. Soit que ça arrive sur le marché pétrolier, il peut arriver sur le marché, par exemple, technologique, etc. Ça dépend. Ça, on est trading. OK? Donc, question mining, non, c'est plus la question Bitcoin de utiliser, par exemple. Donc, c'est presque la même chose, mais trading mining, c'est plus dans cause monétaire qu'on a. Donc, peu de là, capable de faire dans n'importe secteur, mais trading mining, c'est plus la question monétaire, par exemple, dans le cas de Bitcoin. Donc, Bitcoin, il vaut $40,000 américains. Donc, je peux tuer Bitcoin là, automatiquement passer le prix descendre. Donc, il va vendre pour $40,000 et après, on peut des Bitcoin là descendre à 30,000. Et puis, là, à 30,000 là, pour acheter. Et quand ça arrive que il monte à 45,000, on peut vendre. Donc, là, c'est une sorte de trading numérique. OK? Et puis, simplement, on est capable de prendre plus de sur ça, surtout par exemple, trading là. Et en pile, et jeune, ils vont en pile là-dedans, mais il faut pas être temps avec elle pour pouvoir toujours vérifier le marché qu'il a monté, qu'il a baissé, pour qu'on et c'est bon? Oui, oui. Ok, super. Maintenant, la notion de masse monétaire et base monétaire. C'est extrêmement important à maîtriser. Qu'est-ce que vraiment la masse monétaire d'une économie? Généralement, la masse monétaire est utilisée par la Banque centrale pour interagir, en fait, utilisée par la Banque centrale pour contrôler, pour mesurer la quantité de monnaie en circulation. Ça veut dire, si on est dans une économie, il faut, il faut savoir, par exemple, la quantité de monnaie qui circule, que ce soit sous la forme fiduciaire scripturale, c'est la masse monétaire. Donc, la masse monétaire constitue la quantité totale de monnaie en circulation. Est-ce qu'il y a avec 1 milliard de monnaie en circulation? Est-ce que 2 milliards? Est-ce que c'est 3 milliards? Est-ce que c'est 4 milliards? Donc, c'est la masse monétaire. Donc, la masse monétaire traduit la quantité totale de monnaie en circulation. OK? Donc, c'est la masse monétaire. Donc, si vous voyez ici, on dit que c'est l'ensemble des actifs liquides détenus par les agents non financiers résidents rapidement convertibles en moyens de paiement sans risque important de perte, sans risque d'important de perte ou de gain. Donc, là, c'est la masse monétaire. Franck dit peut-être pas balle des autres. Ne t'inquiète pas, on va envoyer les liens pour vous, carré, saisir tout ça que vous dit. OK? Donc, de ce fait, la masse monétaire constitue l'ensemble total de monnaie en circulation, sous quelle que soit la forme. Qu'elle est métallique, qu'elle est fiduciaire, qu'elle est scripturale, qu'elle est électronique,
quelle sous forme de crypto-monnaie currency, parce qu'ils sont moyens d'échange et tout ça, c'est constitue la masse monétaire. OK? Donc, il y a pas une forme de monnaie qui ne rentre pas au niveau de la masse monétaire, parce que la masse, c'est la totalité. Donc, si on dit la masse monétaire haïtienne, c'est la somme totale de monnaie en circulation. Donc, ce thème-là est extrêmement important parce que vous allez voir ça dans l'une des théories monétaires. Deuxième thème extrêmement important à maîtriser, c'est la notion de base monétaire. Donc, quand on voit la base, automatiquement, on voit par exemple le niveau 1. Si on prend une maison, on dit quelle est la base de cette maison? C'est le niveau 1 de la maison. Ici, c'est que la base monétaire, c'est la quantité de monnaie émise par la Banque centrale et détenue par les particuliers sous forme de pièces, billets ou de comptes à vue auprès de la Banque centrale. Ça veut dire quoi? C'est que la base monnaie, c'est la quantité totale de monnaie émise par la Banque centrale. Les sous forme fiduciaire, ça veut dire billets et pièces, excuse-moi, mais tout c'est que les sous forme de comptes à vue auprès de la Banque centrale. Pourquoi? Parce que dans le cours de monnaie banque, il y a quelque chose qu'on a vu. On a dit que chaque banque commerciale, à partir des dépôts que nous recevons dans mes clients, il y a une partie qui allait auprès de la Banque centrale sous forme de réserve. Puisque une partie qui allait sous forme de réserve, automatiquement, constitue ça relais en réserve obligatoire des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Vous allez voir ça dans le cadre de ce cours et dans le chapitre suivant qui parlait de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, de ce fait, la base monétaire, c'est l'ensemble des monnaies fiduciaires dans l'économie. Ça veut dire c'est l'ensemble des monnaies émises par la Banque centrale seulement. OK? Ça fait une base monétaire. Donc, pour toute l'autre forme de monnaie qui vient dans l'économie, surtout les monnaies structurales, ils peuvent le créer en fonction de base là. Ça fait une base monétaire, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est exactement ça qui fait que nous considérons que la base monétaire, donc, c'est l'ensemble des monnaies fiduciaires, également les pièces qui sont émises par la Banque centrale en quelque sorte. Mais cependant, qu'on dit, il faut que ces monnaies soient détenues par d'abord les ménages, les entreprises, les banques. Mais pourquoi les banques? C'est parce qu'il y a une partie de ce montant-là, de cette base qui sont au niveau de la Banque centrale, mais sous forme de réserve obligatoire des banques. Donc, t'inquiète pas, vous allez voir la notion de réserve obligatoire dans le cours, dans le module, OK, dans le module après. OK. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur la notion de base monétaire également, masse monétaire? Est-ce que vous n'avez pas de questions en termes de différence, masse monétaire, base monétaire, etc. Il n'y a pas de questions là-dessus. OK, s'il n'y a pas de questions, on avance. Donc, maintenant, il y a la notion d'agrégat monétaire. Okay? La notion d'agrégat qui me dit, ouais, c'est que, qui ça un agrégat monétaire? Donc, la notion d'agrégat est référée avec un indice qu'on utilise pour mesurer, donc on peut comprendre une situation bien déterminée. Donc, agrégat, c'est ensemble. Et prenons, si on prend le taux d'inflation, c'est un agrégat. Si on prend le PIB, c'est un agrégat. Si on prend le taux de chômage, c'est un agrégat. Donc, chaque indice a un comportement quelconque. Si on veut comprendre quelle est la situation des prix sur le marché, c'est l'inflation. Si on veut comprendre quelle est la situation du marché de l'emploi, c'est le taux de chômage, donc le taux d'emploi. Si on veut comprendre quelle est la situation de la production nationale, c'est le PIB. Okay? De même, sur le plan monétaire, si on veut comprendre
la situation monétaire sur un marché quelconque, c'est les agrégats monétaires. Donc, chaque agrégat nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché en question. D'abord, on dit que c'est un agrégat, c'est une grandeur statistique de préférence mesurant un ensemble déterminé de moyens de paiement ou d'actifs monétaires. D'abord, la Banque centrale utilise plusieurs agrégats monétaires. D'abord, il y a l'agrégat M0 qui nous permet de mesurer l'ensemble total des monnaies fiduciaires en circulation. Ça veut dire, si on veut comprendre la quantité totale de monnaie fiduciaire en circulation, on va faire appel à l'agrégat M0. Donc, quand on dit monnaie fiduciaire, là, d'abord, vous voyez les billets de banque et on voit les pièces de monnaie. Okay? Et M0 lui-même, il prend en compte non seulement les monnaies fiduciaires, mais également les monnaies structurales. Ça veut dire les virements bancaires, les chèques également, les prélèvements bancaires. Et nous avons ici M2, M2 aussi. En fait, c'est le troisième agrégat que la Banque centrale utilise pour mesurer la masse monétaire en circulation. Donc, l'I même l'I égale à M1 additionné par les quasi-monnaies. Quand on dit quasi-monnaie, le mot quasi veut dire presque. Donc, si on est dans le cadre en fait, de quasi-monnaie, automatiquement, là, on peut voir, par exemple, ce sont des objets qu'on peut utiliser pour faire des transactions, mais en fait, ces formes de monnaie il va plus effectif automatiquement. Par exemple, si on prend ici, là, on considère, par exemple, les dépôts à terme, c'est ce qu'on appelle le DAT, dépôt à terme. Si on prend les comptes d'épargne spéciaux, ça veut dire un montant déposé pour des situations, je peux dire, imprévisibles. Et nous avons M3 aussi, qui est constitué de M2 additionné par les épargnes affectées. Comme on est dans les épargnes affectées, ce sont par exemple des épargnes effectuées par les agents économiques en fait, pour un but précis. Que non, il n'est pas eu de projet, il n'est pas eu d'études, par exemple, il n'est pas eu d'investissement. Okay? Donc, il n'est pas eu de logement, par exemple, dans le cas d'un ménage. Et l'agrégat M4, c'est M3 additionné par les autres titres de créances négociables. Ça veut dire, quand on dit créances négociables, on est dans des titres de dette. Parce que n'oubliez pas, quand on voit créance, on voit d'abord un créancier et on voit un emprunteur. Donc, si nous référons par exemple au cours de maths financières, donc nous sommes capables de parler d'un canon en sorte de billet de trésorerie. Donc, ça veut dire un billet escompté par un agent économique, etc. Donc, un agent non financier. Donc là, s'il y a un billet à on, automatiquement, il y a un emprunteur, il y a un prêteur. On peut parler aussi de bons du trésor de la banque, bons du trésor. C'est-à-dire certains titres financiers émis par le trésor public dans l'objectif de compenser un déficit budgétaire par l'État. Donc, c'est ça en termes d'agrégat. On ne va pas rester trop dessus. Est-ce que vous n'avez pas de questions par rapport aux agrégats monétaires? Est-ce que c'est bon, les amis? Si c'est bon, on avance. Donc, ici, c'est les contreparties de la masse monétaire. Donc, quand on parle de contrepartie de la masse monétaire, n'oubliez pas, ce sont des facteurs susceptibles de faire varier soit à la hausse, soit à la baisse, notamment à la hausse, la masse monétaire d'une économie. Donc, si on est dans une économie,
il y a une masse monétaire. De ce fait, il y a des facteurs qui pourraient bien sûr affecter positivement la masse monétaire. Là, on parle de contrepartie de la masse monétaire. Dans ce cas, on distingue trois types de sources de création monétaire qu'on appelle trois types de contrepartie de la masse monétaire. D'abord, nous avons les créations nettes sur l'extérieur. Quand on parle des créations nettes sur l'extérieur, c'est toutes les relations internationales qui ont une incidence sur la masse monétaire interne d'une économie. Prenons, nous sommes une économie et en quelque sorte, nous avons des rapports, par exemple, externes, ou encore des rapports extérieurs. Pourquoi pas des relations économiques internationales. Donc, si nous décidons, par exemple, de vendre des produits à l'extérieur, en retour, donc il y aura une augmentation des devises extérieures au sein de l'économie. Automatiquement, ça va faire augmenter la masse monétaire. Par exemple, je vais vendre un produit aux États-Unis, je vais rentrer à Haïti, je vais rentrer avec de la devise américaine. Donc, devise, ça, pour m'utiliser, je vais convertir ça en monnaie locale. Automatiquement, Banque centrale prend l'obligation pour que le mette dehors plus good parce que il y a plus de dollars qui entrent dans l'économie. Encore bien, on a des dollars en plus qui entrent. Là, on parle de création nette sur l'extérieur. OK? Il y a une incidence surtout positive sur la masse monétaire interne qu'on appelle la masse monétaire de l'économie nationale. OK? Et pas oublier que quand on dit créance nette sur l'extérieur, quand on voit le mot net, mot ça permet que nous automatiquement une opération qui fait. Ça veut dire gain une opération qui va un résultat. Donc, dans le cas ça, c'est que bien des créances nettes, en fait, bien des opérations qui font augmenter masse monétaire, il y a des opérations qui peuvent faire baisser masse monétaire dans l'économie. Et non, si on fait une exportation, ça va faire augmenter la masse monétaire, mais s'il y a une importation, ça va faire baisser parce qu'il y aura une fuite de liquidité au sein de l'économie en question. Donc, par exemple, si je vais acheter un produit aux États-Unis, dans ce cas, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais aller dans une banque, en fait, et donner une quantité de dollars en compensation d'une quantité de dollars. Et avec cette quantité de dollars, par exemple, en main, je vais acheter ce produit en question. Et là, puisqu'il y a une conversion de good en dollars, là, ça va faire baisser la masse monétaire interne en quelque sorte. Donc, c'est fuite de liquidité. Donc, c'est une quantité de monnaie qui va laisser, par exemple, l'économie nationale pour et faire des transactions à l'extérieur. Là, c'est une baisse. Donc, la différence entre les deux donne la créance nette sur l'extérieur. Différence entre les sorties de devises et les entrées de devises dans une économie. Et quand on fait, par exemple, la soustraction, et ça donne la créance nette sur l'extérieur. Oui. Donc, tous les deux ont incidence sur masse monétaire, soit incidence dans les positives ou encore les négatives. Et le patron d'Orville, vous avez une question? Et si l'on fait différence à mettre les négatifs? Ah, les possibles, oui. Ça, c'est ça qui fait que vous pouvez le considérer comme un impact négatif que le peut faire sur l'économie. Et c'est ça qui peut permettre que vous pouvez traduire ça par ce qu'on appelle une balance des paiements. OK? Par exemple, je crois que vous avez un cours de commerce international, on parle des balances extérieures. Par exemple, il y a la balance commerciale qui traduit la différence entre les imports et exports des biens et des services. Donc, s'il y a une exportation totalement inférieure par rapport aux imports, là, à Bouguin, ça va mener un déficit commercial. OK? Si ça arrive que maintenant, on ajoute les flux de capitaux qui traversent la frontière ou qui rentrent
à l'interne, automatiquement, là, on parle de balance des paiements. OK? C'est ce qu'on appelle le solde extérieur. Si ça arrive que quantité comme qui rentre, que ce soit sous forme d'exportation, sous forme de transfert, sous forme de prêt, sous forme de don, le pipiti qui est sorti, ça prend le bail en sol extérieur qui est totalement négatif. Et là, ça a dit que le solde extérieur de l'économie est déficitaire et ça a une incidence négative sur la masse monétaire et qui prend le bail qu'on y a une augmentation du taux de change. Ouais, côté question taux de change, sorti. Maintenant, à chaque fois que le solde extérieur lui-même est détérioré, c'est à niveau que monnaie locale a dit valeur. Donc, pour redresser, par exemple, l'économie nationale dans l'objectif d'améliorer, en fait, de faire apprécier la monnaie locale, donc c'est améliorer pour améliorer le solde de la balance des paiements ou encore le solde extérieur de l'économie. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. C'est bon, maître. C'est bon. Maintenant, deuxième et contrepartie, c'est les créances nettes sur l'État. L'État en tant qu'agent économique non financier, pourquoi j'ai dit non financier? Parce que l'État n'a pas une capacité de création monétaire. Et l'État n'est pas un créancier aussi sur le marché. Ce n'est pas un agent en financier. Ce n'est pas une banque, ce n'est pas une institution financière, ce n'est pas une assurance, etc. Donc l'État, c'est un agent économique non financier comme une entreprise, comme un groupe de ménages. Donc l'État, généralement, capable de trouver une situation de déficit budgétaire. Ça veut dire déficit budgétaire de haut, c'est un gros mot. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Le déficit budgétaire traduit en situation côté que l'État gagne un niveau de recettes qui est totalement supérieur par rapport, non, inférieur par rapport à ses dépenses. Ça veut dire l'État dépense beaucoup plus par rapport à ses entrées. Donc, dans ce cas, l'État a un déficit budgétaire. Et le principe budgétaire, il y a un principe, c'est qu'il faut que les deux se valent. Ça veut dire qu'il faut que les dépenses égales avec recettes. Donc, pour que les dépenses soient égales avec recettes, il faut que l'État, je n'en côté pour compenser et insuffisance de recettes là. Si pas assez de recettes, pas assez impôt taxe. Et pourtant, nous souhaitons faire, par exemple, nous souhaitons dépenser 50 milliards et puis ça nous entrait, c'est 40 milliards. Il y a 10 milliards de déficit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, il faut que l'État joigne un moyen pour que 10 milliards là. Dans ce cas, le marché financier ou encore le marché monétaire là, et de ce fait, l'État a des capacités pour aller aux côtés des banques sur le marché pour faire des emprunts banques commerciales, mais surtout la Banque centrale. Donc, lorsque l'État fait un prêt au niveau de ces instituts, là, automatiquement, on parle de créance de l'État. Okay? De même, tout l'État qu'on prête, par exemple, à travers le trésor public. Okay? Donc, maintenant, toute transaction que l'État fait pour compenser la situation, nous lions aux créances nettes sur l'État. Donc, c'est troisième et deuxième en source de création monétaire. Par exemple, si c'est la Banque centrale qui décide de financer l'État, la Banque centrale va utiliser un levier qu'on appelle le financement monétaire. Donc, ça veut dire que c'est une quantité de monnaie que la Banque centrale va mettre sur le marché, mais monnaie, ça n'a pas de bien accès à ce qui est créé. On est dans une situation totalement, on a dit, on est capable de créer, ça relève en augmentation de la masse monétaire parce que pas de bien accès à ce qui est créé. Donc, lorsque la Banque centrale décide, par exemple, de financer le déficit public, ça va faire augmenter la masse monétaire. Et pour terminer avec vous, c'est que c'est les concours à l'économie. Quand on parle de concours à l'économie, c'est tout près
ou encore c'est tout un crédit que système économique en question bail avec économie. Ça veut dire avec deux catégories d'argent, à savoir les ménages et les entreprises. OK? Donc, s'il y a les entreprises donc, qui nécessitent des fonds pour financer leurs opérations automatiquement, donc là, c'est un crédit que banque commerciale a bail avec entreprise. Donc, si un crédit qui bail, nous te dit que là, par exemple, vous manquez qui fait, si ça arrive que les fait, les ça création monétaire, donc qui monnaie les ça, ils sont monnaie scripturale qui émettent, et si vous monnaie scripturale qui émettent en plus, ça fait une création monétaire. Et par qui? C'est par les banques commerciales, sous forme de prêt, sous forme de concours à l'économie, sous forme de support aux agents économiques qui sont dans la nécessité de financer leurs opérations, soit acheter un bien de consommation, soit pour acheter un bien de production dans le cas des entreprises encore d'une entreprise en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas de question là-dessus? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, les amis? Ok, tout le monde va me dire. Oui, cher maître, oui, cher maître. Ok, super intéressant. Donc, attends-moi. C'est combien et tu viens à mon pays là. Tu viens, tu étais où? Attendez-moi là. Et je vois que Dorville est là. Et nous avons Saint-Val. Nous avons Saint-Thé. Nous avons qui encore? Gédéon. Nous avons Vainqueur. Regardez, on y a Aristide là. Moi, il y a Aristide. 'Est-ce que c'est Aristide? Ouais.
Là, nous avons Petit Fable. Si. Nous avons aussi Cette-Île. Il y en a le gars Kalemski. D'autres. Nous avons aussi Casimir. Maximus. 12. Nous avons les Modelin. Ici. J'ai aussi ce qui encore là. Ismaël. 13. C'est qui 8 Lunita Nicolas? Ok, je vois. 15, c'était là. Je vois Tulien aussi. Nicolas, c'est mon qui écoute l'école là, mais. Je vois Nicolas. Et puis Tulien, mais Tulien, je vois qu'Isaac. Isaac, je vois que tu es là, Isaac. Isaac, Dorville, Saint-Val, Saint-Gédéon, Vainqueur, Aristil, Saint-Île, Kalamski, Casimir, Matrice, Montblanc, Ismaël, Nicolas, Tulien. C'est bon? Isaac. Isaac, c'est bon? Salut tout le monde. Moi content avec nous après-midi. Oui, Isaac présent, Isaac Nakaila. Ok, je suis content, Isaac, c'est bien. Je suis content. Bravo, mon cher. Euh, mais ok, guys. Il pas mis, c'est valablement des côtés Isaac. Mais ok, guys, c'est bon. Et merci beaucoup. Donc, pour la séance prochaine, donc on va parler un petit peu du système financier. Donc, on va faire un petit rappel aussi sur le système financier pour voir ce que c'est le système financier en termes de définition, comment le système est organisé. On va voir ses fonctions. Aussi, on va parler de ses composants. Donc, on ne va pas rester trop. Et puis après, c'est sûr qu'on va parler un petit peu de politique monétaire et politique monétaire surtout. Et dans ce cas, nous allons voir un peu les instruments utilisés par la Banque centrale pour intervenir sur le marché. Et vous allez voir deux catégories d'instruments, à savoir il y a les instruments directs et indirects utilisés et aussi il y a les canaux de distribution
de la politique monétaire utilisée par la Banque centrale. Bon, c'est ça qu'on va voir un peu. Et puis, nous allons faire une différence entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et après, nous allons voir les théories de la demande et puis les théories de l'offre de la mode. Donc, merci, guys, d'avoir été présents. Donc, je vais vous communiquer le lien d'enregistrement et comme ça, mon équipe a bien de temps pour suivre tout quoi. Il est capable au moins suivre pendant le temps. OK? Merci beaucoup d'avoir été présent et je vous dis bon dimanche, bonne fin de journée et bonne semaine. Bye bye. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous demain, je crois. Demain, 11h. Merci, maître. OK, c'est bon. Et n'oubliez pas hésiter tous si vous avez des suggestions, des bails qui pas marché bien, faut nous dire ça. Pas hésiter à faire ça. Alright, guys. À demain, 11h. Bye, Maître Franz. Merci. Bye, Martha. Bye. Encore un rendez-vous à faire. Maintenant, tu peux enregistrer ça après? Ouais, Ismaël. Oui. Yeah, On va faire enregistrement ça. Les faits, m'a communiqué Ok, voilà. automatiquement. Ok, pas de problème. Dernier, c'est midi ou bien 11h? 11h. 11h. Bon, là, très difficile, monsieur, pour ça, parce que m'a vraiment occupé. Mais ça va vaut la peine, on va enregistrer le tout, pas vrai? Oui, là, enregistré. Mais pas de problème. Merci, ma pour suivre libre, pas retomber. Merci beaucoup. Super. Ouais, c'est bon.